Lorsque Brett, s'avouant vaincu, sortit enfin de la cabine téléphonique, Charity le prit par la main et l'entraîna vers le salon du thé du Caldor. Ils étaient venus au Caldor pour y acheter des nappes et des rideaux assortis. Holly les attendait en finissant sa glace. « Tout va bien, j'espère » demanda-t-elle. « Oui, ce n'est pas grave » répondit Charity en ébouriffant les cheveux de son fils. « Il s'inquiète simplement pour son chien, n'est-ce pas, Brett ?» L'enfant haussa les épaules puis acquiesça d'un signe de tête, l'air très malheureux. « Tu peux commencer à regarder si tu veux » proposa Charity à sa sœur. « On te rejoint. »« D'accord, je serai en bas. » Holly vida sa coupe et ajouta « Je suis sûr que ta bestiole se porte comme un charme, Brett. » Le petit garçon s'efforça de lui sourire, mais ne répondit rien. La mère et le fils regardèrent la jeune femme s'éloigner, très élégante dans sa robe violet sombre et ses sandales à semelles de liège. Élégante d'une façon que Charity savait ne jamais pouvoir imiter. Un jour, peut-être, mais sûrement pas maintenant. Holly avait confié ses deux enfants à une babysitter, et ils étaient tous trois arrivés à Bridgeport vers midi. Holly leur avait offert un agréable déjeuner, réglant la note avec une carte de crédit du Diners Club. Et depuis, ils faisaient des courses. Brett s'était montré peu bavard, l'esprit ailleurs, visiblement préoccupé par Cujo. Charity n'était pas non plus très en train pour ce genre d'occupation. Il faisait chaud et elle se sentait encore un peu énervée par la crise de somnambulisme de Brett le matin. Elle avait fini par suggérer qu'il appelât d'une des cabines situées au coin de la rue près du snack-bar, mais le résultat fut exactement celui qu'elle redoutait. La serveuse s'approcha. Charity commanda un café, un verre de lait et 2 gâteaux. « Brett, commença-t-elle, quand j'ai parlé pour la première fois de ce voyage à ton père, il a refusé. »« Ah ouais, je m'en doutais. »« Et puis, il a changé d'avis, tout d'un coup. Je crois que peut-être qu'il y a peut-être vu l'occasion de prendre lui aussi un peu de vacances. Tu sais, les hommes aiment bien parfois partir sans leur femme, faire des choses. Comme chasser ? Et aller voir les prostituées, et boire, et Dieu sait quoi encore, et pourquoi, se dit-elle. Oui, des choses comme ça. Et aller voir des films, conclut Brett. On leur apporta leur commande et il se mit à mordre dans son gâteau. Oui, les films classiques de la rue Washington, celles qu'ils appellent la zone de combat. Ça se peut. Quoi qu'il en soit, ton père a dû prendre 2 ou 3 jours et se rendre à Boston. Oh, je ne crois pas, répliqua Brett aussitôt. Il avait beaucoup de travail à faire. C'est lui qui me l'a dit. Mais peut-être n'en a-t-il pas autant qu'il le pensait, dit Charity en espérant que son cynisme ne transparaissait pas dans sa voix. Enfin, c'est ce que je pense, ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas répondu au téléphone ni hier ni aujourd'hui. Bois ton lait, Brett. C'est bon pour les os. Il vida la moitié de son verre, ce qui lui laissa une moustache d'ancêtre, puis le reposa sur la table. Peut-être bien. Et peut-être qu'il a emmené Gary avec lui. Il aime beaucoup Gary. Oh oui, c'est très possible, fit Charity, comme si l'idée ne lui était pas encore venue à l'esprit, alors qu'elle avait appelé chez Gary le matin pendant que Brett jouait dans le jardin avec Jim Junior. Elle n'avait obtenu aucune réponse et ne concevait pas le moindre doute sur le fait que les 2 hommes se trouvaient ensemble, où qu'ils puissent être. « Tu ne vas pas laisser tout ce gâteau !» L'enfant prit la pâtisserie, y donna un coup de dent symbolique et la reposa. « Maman, je crois vraiment que Cujo était malade. Il n'avait pas l'air bien du tout quand je l'ai vu hier matin. Je te donne ma parole, maman. »« Brett, mais je t'assure, toi tu ne l'as pas vu. Il avait l'air méchant. » « Si tu étais sûr que Cujo va bien, est-ce que cela te tranquilliserait ?» Brett fit signe que oui. « Alors nous appellerons Alva Thornton ce soir, d'accord ?» proposa Charity. « Il habite à côté, nous lui demanderons d'aller jeter un coup d'œil. Mais je pense que ton père a déjà dû lui téléphoner pour qu'il aille nourrir le chien pendant son absence. »« Tu crois vraiment ?»« Mais oui. Alva ou quelqu'un du même genre, pas un ami de Joe à proprement parler. À sa connaissance, Gary était le seul ami de Joe. Mais une personne qui était prête à lui rendre service en échange d'un coup de main ultérieur. » Le visage de Brett s'éclaira comme par magie. Une fois encore, l'adulte avait fourni la bonne réponse, comme on sort un lapin d'un chapeau. Charity, loin pourtant de se sentir rassurée, s'assombrit fugitivement. Qu'allait-elle trouver si Alva lui disait qu'il n'avait pas vu Joe depuis le printemps ? Eh bien, elle franchirait l'obstacle s'il se présentait, et gardait malgré tout bon espoir que Joe n'aurait pas laissé Cujo ainsi livré à lui-même. Cela ne lui ressemblait pas. « Tu veux qu'on essaye de retrouver ta tante ? » ?»« D'accord. Attends, je finis juste ça. » Elle le regarda, mi-amusé, mi-effrayé, engouffrer le reste de son gâteau en 3 énormes bouchées qu'il fit passer en vidant son verre de lait. Puis il se leva en repoussant sa chaise. Charity régla la note et ils prirent l'escalator qui conduisait en bas.
Bon Dieu, il est immense ce magasin, s'exclama Brett d'un ton rêveur. C'est une très grande ville ici, n'est-ce pas, maman? À côté de New York, elle ne paraît pas plus grande que Castle Rock par rapport à ici, expliqua-t-elle en souriant. Et puis on ne dit pas bon Dieu, Brett, c'est mal élevé. Oui, maman. Il s'accrocha à la rampe, regardant autour de lui. À leur droite s'étendait une véritable mosaïque de perruches qui criaient et claquaient du bec. Sur leur gauche, ils découvrirent le rayon art ménager, ses chromes rutilants et même une machine à laver la vaisselle dont la porte entièrement transparente permettait de surveiller le travail. Brett leva les yeux vers sa mère en quittant l'escalier mécanique. « Vous avez été élevés ensemble, hein ?»« Je ne te le fais pas dire, répondit Charity, le sourire aux lèvres. « Elle est vraiment gentille, fit remarquer l'enfant. Je suis contente que tu sois de cet avis. Je l'ai toujours beaucoup aimée. Et comment elle a fait pour devenir aussi riche ?» Charity se figea. « C'est vraiment ce que tu crois de Holly et Jim, qu'ils sont riches ?»« Leur maison a dû leur coûter pas mal, dit Brett. Et Charity crut encore voir sous les traits de son visage enfantin ceux de son père. La figure de Joe Camber avec ce vieux chapeau vert et informe rejeté en arrière, ses yeux trop malins regardant de côté. Et le jukebox, ça aussi ça devait coûter du pognon. Et puis elle a tout un portefeuille plein de cartes de crédit, alors que nous, on en a seulement... Elle fondit sur lui. Tu crois que c'est du beau de regarder dans le portefeuille des gens pendant qu'ils sont en train de vous offrir un bon repas? Brett eut une expression de surprise blessée. Puis il se ferma et prit un air légèrement mielleux. Ceci aussi était un truc typique de Joe Camber. J'ai remarqué, c'est tout. Et d'abord, ça aurait été difficile de pas les voir. Elle les étalait tellement. Mais elle ne les étalait pas du tout, coupa Charity outrée. Elle s'interrompit. Ils arrivaient au rayon tissu. Si, elle les montrait exprès, insista Brett. Si ça avait été un vrai accordéon, il nous aurait joué un petit air. Charity sentit la colère la submerger, sans doute parce qu'elle le soupçonnait d'être dans le vrai. Elle voulait que tu les vois toutes, continua l'enfant, j'en suis sûr. Ton avis sur la question ne m'intéresse pas, Brett Camber. Elle avait les joues en feu et ses mains la démangeaient de lui donner une correction. Quelques instants plus tôt, dans le salon de thé, elle avait éprouvé tant d'amour pour son fils, un amour aussi fort que son exaspération présente. Elle s'était sentie son amie. Où s'étaient enfuis ces sentiments si plaisants? Je me demandais seulement comment elle avait fait pour avoir autant de fric. Tu ne crois pas que tu te montres un peu grossier? Il haussa les épaules. Il lui faisait maintenant ouvertement front et la provoquant, se dit Charity, volontairement. Il repensait à ce qui s'était passé au déjeuner, mais aussi à une autre expérience. Il comparait sa propre façon de vivre, celle de son père, avec la vie que menaient d'autres personnes. C'était à l'imaginer qu'il adopterait automatiquement l'existence qu'avaient choisie sa sœur et le mari de celle-ci, une existence qu'elle-même s'était vue refuser par malchance, ou à cause de sa propre bêtise, ou les deux à la fois. Ne lui reconnaissait-elle pas le droit de critiquer ou d'analyser? Bien sûr qu'elle admettait ce droit, mais elle ne s'était pas attendue que les observations de son fils s'avèrent aussi dérangeantes et élaborées, même si intuitives, aussi précises et terriblement négatives. « Je suppose que c'est Jim qui a dû gagner tout cet argent, reprit-elle. Tu sais ce qu'il fait? Oui, c'est un gratte-papier. Elle refusa cette fois-ci de se laisser prendre à son jeu. Si tu préfères voir les choses comme ça, lui répondit-elle. Quand Holly et lui se sont mariés, il faisait son droit à l'université du Maine à Portland. Et puis il a dû continuer ses études à Denver, et Holly a fait plein de petits jobs pour qu'il puisse les terminer. Cela se passe souvent de cette façon. Les femmes travaillent le temps que le mari finisse ses études et obtienne ses diplômes. Elle cherchait Holly des yeux et crut enfin apercevoir le haut du crâne de sa jeune sœur, quelques rayons plus loin sur la gauche. Quoi qu'il en soit, quand Jim a eu fini, Holly et lui sont revenus dans l'Est, et Jim est entré dans un cabinet d'avocats à Bridgeport. Il ne gagnait pas beaucoup à l'époque. Ils habitaient dans un tout petit appartement au 3e étage sans air conditionné l'été et sans beaucoup de chauffage l'hiver. Mais il a travaillé, et maintenant il est devenu ce qu'on appelle un associé en second. Je suppose que, par rapport à nous, il doit bien gagner sa vie. Alors, peut-être qu'elle monte ses cartes de crédit parce qu'elle se sent des fois encore pauvre à l'intérieur d'elle-même, avança Brett. Charity fut frappée par la subtilité extraordinaire de cette remarque. Elle ébouriffa doucement les cheveux de son fils, sa colère déjà retombée. « Tu disais que tu l'aimais bien. »« Ah si, je l'aime bien. Tiens, la voilà, juste là-bas. »« Ah oui, je la vois. » Ils allèrent à la rencontre de la jeune femme qui avait déjà les bras chargés de rideaux et allait se mettre en chasse de nappes. Le soleil avait fini par disparaître derrière la maison. Petit à petit, le four qui était devenu la Pinto des Trenton se refroidit. Une légère brise plus ou moins régulière se leva et Tad lui tendit son visage avec reconnaissance.
Il se sentait mieux, pour l'instant, qu'il n'avait été de toute la journée. En fait, toutes les heures qui précédaient semblaient un horrible cauchemar qu'il ne se rappelait que par bribes. Plusieurs fois, il était parti. Il avait simplement quitté la voiture et était parti. Il s'en souvenait. Il était monté sur un cheval qu'il avait emporté dans un grand champ où jouaient tout plein de lapins, comme dans le dessin animé que son papa et sa maman l'avaient emmené voir au cinéma de la Lanterne Magique à Bridgeton. Au fond du champ, il y avait une mare, et dans la mare, des canards. Les canards étaient gentils, Tad jouait avec eux. C'était beaucoup mieux là-bas qu'avec sa maman, parce que le monstre se trouvait avec sa maman, le monstre qui était sorti de son placard. Et là où étaient les canards, il n'y avait pas de monstre. Tad aimait bien cet endroit, même s'il savait confusément que s'il y restait trop longtemps, il pourrait oublier comment revenir à la voiture. Et puis le soleil s'était caché derrière la maison. Une ombre fraîche était venue, si épaisse qu'on avait envie de la toucher, comme du velours. Le monstre n'essayait plus de les attraper, le facteur n'était pas venu, mais au moins ils allaient pouvoir se reposer maintenant. Le pire était la soif. Jamais de sa vie il n'avait tant eu envie de boire. C'est aussi ce qui rendait l'endroit avec les canards si attrayant, un endroit vert et humide. « Qu'est-ce que tu dis, mon chéri ?» La figure de sa maman se penchait au-dessus de la sienne. « Soif, prononça-t-il en un coassement. « J'ai si soif, maman. » Il se souvint qu'avant il disait « foif » au lieu de « soif ». Mais au club, des enfants s'étaient moqués de lui et l'avaient traité de bébé, comme s'ils s'étaient moqués de Randy Olnager qui disait « petit déjeuner » pour petit déjeuner. Alors il s'était mis à prononcer ce mot correctement, se grondant lui-même sans ménagement à chaque fois qu'il l'oubliait. « Oui, je sais, maman aussi a soif. Je parie qu'il y a de l'eau dans cette maison. Mon chou, nous ne pouvons pas aller dans la maison, pas pour l'instant. Le méchant chien est juste devant la voiture. »« Où ça ?» Tad s'agenouilla et fut surpris par le vertige qui emplit lentement sa tête. Comme une vague s'abattant au ralenti, il s'appuya au tableau de bord pour ne pas tomber, et sa main lui parut attachée au bout d'un bras long d'1 kilomètre. « Je ne le vois pas. » Même le son de sa voix lui parvenait lointain, comme un écho. « Assieds-toi, Tad. Tu vas... » Elle parlait toujours, et il sentit qu'elle le réinstallait sur son siège, mais comme à travers un brouillard. Les mots semblaient traverser une immensité grise avant de lui parvenir. Le brouillard qui le séparait de sa maman était le même que celui de ce matin, ou d'hier matin, ou de tous les matins depuis que son papa était parti en voyage. Mais il y avait un endroit très gai là-bas, alors il laissa sa mère pour s'y rendre. Là où jouaient les canards, là où il y avait des canards, une mare avec des nénuphars dedans. La voix de sa maman ne fut bientôt plus qu'un faible bourdonnement. Son beau visage, si grand, si calme, se trouvait toujours penché au-dessus du sien et ressemblait à la lune qui parfois regardait dans sa chambre quand il se réveillait en pleine nuit pour aller faire pipi. Ce visage devint tout flou et gris. Il se fondit dans le brouillard. De la voix ne subsista plus que le son paresseux d'abeilles bien trop gentilles pour piquer et qui virevoltaient au-dessus de l'eau. Tad jouait avec les canards. Donna s'assoupit et lorsqu'elle s'éveilla, les ombres s'étaient rejointes et la dernière lueur qui éclairait encore l'allée des Camber était couleur de cendre. Le crépuscule tombait. Il allait faire nuit de nouveau, et aussi incroyable que cela pût paraître, ils étaient toujours là. Le soleil se posa sur l'horizon, grosse boule d'un orange écarlate. Donna s'imaginait un ballon de basket plongé dans du sang. Elle se passa la langue sur les lèvres. La salive avait séché en une masse compacte qui résista avant de se liquéfier à nouveau. La jeune femme se sentait de l'ouate dans la gorge. Elle songea qu'il serait merveilleux de s'allonger sous le robinet du jardin, à la maison, de tourner la poignée à fond et d'ouvrir la bouche pour y laisser tomber un torrent d'eau glacée. La vision semblait si réelle qu'elle frissonna, la chair de poule lui hérissant la peau. Elle lui parut si vraie qu'elle en eut la migraine. Le chien se trouvait-il toujours devant la voiture? Elle essaya de vérifier, mais bien sûr c'était impossible. Tout ce dont elle pouvait être certaine était qu'il n'attendait pas devant la grange. Elle appuya sur l'avertisseur, mais n'obtint qu'une pauvre plainte et rien ne se passa. L'animal pouvait se trouver n'importe où. Donna promena son doigt sur la fêlure argent de sa vitre et se demanda ce qui arriverait si le chien s'avisait de bondir à nouveau contre la portière. Pourrait-il traverser la fenêtre? Elle ne l'aurait pas cru 24 heures plus tôt, mais ne pouvait jurer de rien à présent. Elle fixa encore du regard la porte du porche. La distance qui l'en séparait semblait s'accroître à chaque fois. Cela lui rappela un cours de psychologie qu'elle avait suivi à la fac, et où l'on avait traité de l'idée fixe. C'était l'expression employée par le chargé de cours, un petit homme chichiteux, portant la moustache en brosse. Quand vous descendez un escalier mécanique immobilisé, vous éprouvez soudain de grandes difficultés à vous mettre en marche.
Elle avait trouvé l'exemple si amusant qu'elle avait fini par dénicher un escalator marqué « En panne ». L'ayant emprunté, elle avait constaté avec plus d'amusement encore que le petit professeur disait vrai. Ses jambes refusaient d'avancer. Elle avait alors tenté d'imaginer ce qui se serait passé dans sa tête si, chez elle, les marches de l'escalier s'étaient mises brusquement à bouger toutes seules. Elle en avait ri tout haut. Mais l'idée ne lui apparaissait plus aussi drôle maintenant. En fait, elle n'était pas drôle du tout. Le porche semblait indéniablement plus loin. Ce chien est en train de me mettre en condition. La jeune femme s'efforça de rejeter cette pensée dès qu'elle lui vint à l'esprit, puis cessa bientôt de lutter. La situation paraissait à présent trop désespérée pour s'offrir le luxe de se mentir. Consciemment ou non, Cujo était en train de me mettre en condition. Peut-être se servait-il de l'idée fixe de la jeune femme, touchant à la conception qu'elle avait du monde. Mais les choses n'en étaient plus là. L'ascension de l'escalier mécanique était terminée. Elle ne pouvait plus se permettre de rester avec son fils sur les marches immobiles, attendant que quelqu'un fasse repartir le mécanisme. En réalité, Tad et elle se faisaient assiéger par un chien. L'enfant dormait. Si le chien se tenait dans la grange, elle devait tenter le coup tout de suite. Et s'il était encore devant la voiture, ou juste au-dessous? Elle se souvint alors d'une expression que son père employait parfois lorsqu'il regardait un match de football américain à la télé. En ces occasions, son père buvait presque toujours plus que de raison et finissait généralement les haricots froids qui restaient du dîner du samedi soir. La pièce où se trouvait la télé devenait très vite invivable pour tout être humain normalement constitué. Le chien lui-même s'enfuyait en catimini, un sourire faux de déserteur et tirant sa gueule. Son père réservait cette expression au plaquage et aux interceptions particulièrement réussies. Il s'était planqué dans les fourrés pour l'avoir, celui-là, hurlait-il, ce qui rendait sa mère folle de colère. Mais quand Donna était adolescente, pratiquement tout ce qui touchait à son père mettait sa mère dans le même état. Elle se représentait maintenant Cujo devant la Pinto, ne dormant pas le moins du monde, mais se tenant tapis sur le gravier, les pattes postérieures ramassées sous lui, les yeux fixés sur l'endroit où elle apparaîtrait dès qu'elle sortirait de l'automobile. Il la guettait, espérant qu'elle serait assez folle pour s'aventurer dehors. Il était planqué dans les fourrés pour l'avoir. Donna se frotta le visage à deux mains, d'un geste nerveux et rapide. Là-haut dans le ciel, Vénus se détachait du bleu de plus en plus sombre. Le soleil avait disparu, ne laissant derrière lui qu'un halo jaune, tenace mais irrégulier, au-dessus des champs. Quelque part, un oiseau se mit à chanter, s'interrompit puis reprit son chant. La jeune femme se rendit compte qu'elle ne se sentait plus du tout aussi pressée de quitter la voiture pour atteindre cette porte qu'elle l'avait été dans l'après-midi. Sans doute parce qu'après son assoupissement, elle ne savait plus exactement où se tenait le chien. Sans doute aussi pour le simple fait que la chaleur était tombée. Cette chaleur accablante et le mal qu'elle faisait à Tad constituaient le principal aiguillon qui aurait pu la faire bouger. La voiture ne semblait déjà plus aussi inconfortable, et l'état semi-comateux de Tad s'était mué en véritable sommeil. Il dormait à poing fermé, du moins pour le moment. Elle craignait pourtant de se cacher la vraie raison qui la retenait à l'intérieur, le fait que, peu à peu, le moment psychologique de tenter une sortie était passé. Elle se rappelait que quand elle prenait des leçons de plongée, étant enfant, la première fois où l'on se retrouvait sur le plongeoir, il y avait un instant où il fallait choisir, essayer ou battre honteusement en retraite et laisser la suivante devant le même dilemme. Quand on apprenait à conduire, il venait un jour où il fallait bien abandonner les petites routes de campagne désertes et se lancer dans la circulation urbaine. Le moment venait, il venait toujours, le moment de plonger, celui de conduire, celui d'essayer d'atteindre la porte de service. Le chien se montrerait tôt ou tard. La situation était critique, mais pas encore désespérée. Le moment psychologique reviendrait. Cela, elle ne l'avait pas appris à la fac, elle le savait d'instinct. Si vous parveniez à plonger le lundi, rien n'indiquait que vous pourriez recommencer le mardi. Vous pouviez... Elle s'avoua à contre-cœur que son raisonnement ne tenait pas debout. Elle avait moins de force ce soir que la veille, et elle se sentirait plus faible encore et plus déshydratée le lendemain. Et ce n'était pas le pire. Cela faisait maintenant... combien 28 heures environ, aussi incroyable que cela pût paraître, qu'elle était assise. Et si ses muscles s'avéraient trop raides pour courir, qu'arriverait-il si, arrivée à mi-chemin du porche, elle se retrouvait soudain pliée en deux et s'affalait sur le gravier, prise d'une crampe à la cuisse? Quand il est question de vie ou de mort, coupa une petite voix impitoyable dans sa tête, il faut saisir l'instant propice, il ne se présente qu'une fois. Sa respiration et les battements de son cœur s'étaient accélérés. Son corps savait qu'elle allait essayer avant même que son esprit ne se fût décidé. Elle enveloppa solidement le chemisier autour de son poing droit, tandis que sa main gauche se posait sur la poignée de la portière, et elle sut que les dés étaient jetés. Elle n'avait pas eu conscience d'une véritable décision, son corps la conduisait.
Elle y allait maintenant, pendant que Thad dormait profondément et qu'il ne risquait pas de vouloir la suivre. La main glissante de transpiration, elle actionna la poignée, elle retenait son souffle, guettant la moindre alerte. L'oiseau se remit à chanter, ce fut tout. S'il a trop enfoncé la portière, elle ne s'ouvrira même pas, songea-t-elle. Elle en ressortirait une sorte d'amer soulagement. Elle pourrait alors se réinstaller sur son siège, revoir son plan, réfléchir pour être sûre qu'elle n'avait pas laissé des détails de côté, se sentir un peu plus assoiffée, un peu plus faible, un peu plus lente. Donna s'arc-bouta, donnant des coups d'épaule dans la porte, pesant de plus en plus contre la tôle récalcitrante. Sa main transpirait dans l'étoffe de coton, le poing y était si serré que ses doigts lui faisaient mal. Elle sentait confusément la morsure de ses ongles pénétrant dans sa chair. Donna ne cessait de s'imaginer brisant la vitre de la porte du porche pour atteindre la poignée, d'entendre les tessons de verre heurter le sol à l'intérieur, de se voir saisir cette poignée. Mais la portière refusait de s'ouvrir. La jeune femme poussait aussi fort qu'elle pouvait, luttant, les tendons de son cou saillant comme des cordes, mais rien ne bougeait. Et puis la portière céda tout d'un coup. Elle s'ouvrit toute grande, dans un affreux bruit de ferraille, et Donna faillit s'écrouler. Elle se rattrapa à la poignée, la lâcha, puis réussit à la ressaisir. Ainsi accrochée, une horrible certitude lui traversa l'esprit, une certitude aussi froide et paralysante que le verdict d'un médecin vous annonçant qu'il est trop tard pour opérer votre cancer. Donna avait ouvert la portière, mais elle ne pourrait plus la refermer. Le chien allait s'engouffrer dans la voiture et les tuer tous les deux. Thad aurait peut-être un bref instant de conscience éperdue, quelques secondes de miséricorde où il croirait qu'il rêvait avant que les crocs de Cujo ne lui arrachent la gorge. Son souffle se faisait rauque et précipité. Elle avait l'impression que ses poumons charriaient du foin brûlant. La jeune femme croyait distinguer chacun des petits gravillons de l'allée, mais ne parvenait pas à réfléchir. Ses pensées se bousculaient dans tous les sens. Des images de son passé défilaient dans le fond de son crâne, comme le film accéléré d'une parade, dans laquelle les cavaliers et les tambours-majors en marche semblent fuir le lieu de quelque crime monstrueux. Le système d'écoulement qui projetait un vilain liquide verdâtre sur le plafond de la cuisine et remplissant l'évier du bar. Une chute du haut du perron de la cuisine qui lui brisa le poignet quand elle avait 5 ans. Un jour où, pendant le 2e cours de l'algèbre, alors qu'elle entrait tout juste au lycée, elle s'était aperçue que sa petite jupe de lin bleu était tachée de sang, qu'elle avait ses premières règles. Elle s'était demandé comment elle pourrait bien se lever à la fin du cours sans que personne ne s'en rende compte, sans que personne sache que Donna Rose était indisposée. Le premier garçon qu'elle avait embrassé en trouvant les lèvres, Dwight Sampson. Tenir Thad, nouveau-né, dans ses bras, et puis laisser l'infirmière le lui prendre. Elle voulait lui dire de ne pas le faire. « Rends-le-moi, je ne l'ai pas encore bien vu », étaient les mots qui lui avaient traversé la tête, mais elle se sentait trop faible pour parler. Et puis l'horrible bruit de succion et d'entrailles au moment où elle expulsait le placenta. Elle se rappela s'être dit « Je dégueule tout son système nutritif » avant de s'évanouir. Son père, pleurant à son mariage, puis se saoulant à la réception qui suivit. Des visages, des voix, des pièces, des scènes, des livres, la terreur de cet instant où elle pensait « Je vais mourir ». En faisant un effort énorme, elle réussit à reprendre une partie de son calme. Donna agrippa la poignée de la portière à 2 mains et tira de toutes ses forces. La porte se referma. La charnière déformée par Cujo produisait à nouveau le même bruit de ferraille. Le fracas de la porte contre la tôle fit sursauter Thad dans son sommeil. Il marmonna quelque chose. Donna se laissa aller contre le dossier de son siège, et le corps secoué de tremblements incontrôlés, pleura silencieusement. Les larmes brûlantes jaillirent de ses paupières pour couler vers ses oreilles. Jamais de sa vie elle n'avait éprouvé une telle peur, pas même quand elle était petite, la nuit, dans sa chambre, et qu'elle croyait voir des araignées partout. Elle ne pouvait pas sortir maintenant, c'était impensable. Elle se sentait trop exténuée. Ses nerfs craquaient. Mieux valait attendre une occasion plus favorable. Mais elle ne voulait pas que cette réflexion devienne une idée fixe. Il n'y aurait pas d'occasion plus favorable. Thad était ailleurs et le chien aussi. Il fallait qu'il en soit ainsi. En toute logique, il devait en être ainsi. Le premier fracas, puis le second quand elle avait tiré la portière, et enfin le claquement de celle-ci en se refermant. Tout ceci aurait dû faire accourir l'animal s'il s'était trouvé devant la voiture. Peut-être se cachait-il dans la grange, mais la jeune femme pensait qu'il aurait aperçu le bruit de là-bas. Elle en déduisait donc qu'il rôdait sûrement quelque part. Une meilleure occasion ne se représenterait pas, et s'il avait trop peur pour le faire pour elle-même, alors elle devait trouver le courage de le faire pour Thad. Noble pensée, mais ce qui finit par la décider fut de s'imaginer, se glissant à l'intérieur de la maison obscure des Camber, de se représenter la sensation rassurante du téléphone dans sa main. Elle se voyait déjà racontant, calmement et posément, toute la situation à l'un des adjoints du shérif Bannerman,
puis raccrochant. Enfin, elle irait prendre un verre d'eau fraîche à la cuisine. La jeune femme rouvrit la portière, préparée cette fois-ci à entendre le vacarme, mais clignant pourtant des yeux lorsqu'il se produisit. Elle injuriait le chien du fond du cœur et espérait qu'il gisait déjà quelque part, tué par une convulsion et mangé par les mouches. Elle extirpa ses jambes de la voiture, tellement ankylosée qu'elle grimaça de douleur. Elle posa ses tennis sur le gravier et lentement se leva sous le ciel d'encre. Tout près, l'oiseau chanta. Il émit 3 notes et se tut. Cujo entendit la portière se rouvrir, comme son instinct le lui avait assuré. La première fois qu'elle s'était ouverte, il avait failli bondir de devant l'auto où il reposait, dans une semi-hébétude. Il avait failli bouger pour attraper la femme, responsable de la souffrance horrible qui habitait sa tête et son corps. Il était sur le point d'y aller quand son instinct lui avait commandé de rester couché, sans bruit. La femme essayait simplement de le faire venir, lui souffla son instinct, et il avait raison. Lorsque la maladie s'était emparée de lui, s'enfonçant dans son système nerveux tel un feu de prairie vorace, tout en fumée gris clair et courtes flammes rosées, comme elle s'acharnait à détruire ses schémas établis de pensée et d'existence, elle avait aussi développé sa ruse. Cujo était certain d'avoir la femme et le garçon. Ils étaient responsables de sa douleur, à la fois de l'agonie de son corps et de la terrible souffrance qui lui ravageait la tête depuis qu'il s'était jeté encore et encore contre la voiture. 2 fois aujourd'hui, il avait oublié la femme et le garçon et était sorti de la grange par l'ouverture que Joe Camber lui avait ménagée dans la porte de la pièce du fond où il faisait ses comptes. Il était descendu jusqu'au marais, tout au bout de la propriété des Camber, passant à chaque fois très près de l'entrée masquée par les hautes herbes de la petite grotte calcaire où se suspendaient les chauves-souris. Il y avait de l'eau dans les marais et le chien se sentait assoiffé, mais les 2 fois, la vue de l'eau l'avait terrorisé. Il désirait boire de l'eau, tuer l'eau, se plonger dans l'eau, pisser et chier dans l'eau, la salir, l'étriper, la faire saigner. Les 2 fois, cette confusion de sensations l'avait fait fuir, tremblant et gémissant. Tout était la faute de la femme et du garçon. Il ne les quitterait plus. Aucun humain ayant jamais vécu n'a rencontré chien plus fidèle et plus déterminé. Il attendrait jusqu'à ce qu'il les attrape. Il attendrait jusqu'à la fin du monde, si cela s'avérait nécessaire. Il attendrait, il montrait la garde. C'était la femme, surtout. La façon dont elle le regardait comme pour dire « Oui, oui, c'est moi, je t'ai rendu malade, c'est moi qui t'ai donné cette souffrance, je l'ai conçue exprès pour toi, et maintenant elle ne te quittera plus. » Oh, la tuer, la tuer. Un bruit lui parvint, un son léger mais qui n'échappa à Cujo. Plus rien ne pouvait désormais se dérober à son ouïe surnaturelle. Le spectre même du monde auditif lui appartenait. Il entendait les cloches du paradis et les cris rauques qui montaient de l'enfer. Dans sa folie, il percevait le réel et l'irréel. Il s'agissait du léger bruit de petits cailloux dérapant et s'entrechoquant. Cujo vissa son arrière-train au sol et attendit la femme. Un jet d'urine chaud et douloureux jaillit sans même qu'il s'en rendît compte. Il attendait qu'elle se montre. À ce moment-là, il la tuerait. Dans le rez-de-chaussée saccagé des Trenton, la sonnerie du téléphone retentit. Elle vibra 6, 8, 10 fois, puis elle se tut. Peu après, l'exemplaire de l'écho de Castle Rock cogna contre la porte d'entrée, et Billy Freeman poursuivit sa route en sifflant et pédalant sur son vélo, son sac de toile passé en bandoulière. Dans la chambre de Thad, la porte du placard était ouverte et une odeur de fauve, une odeur âcre, ignoble et sauvage emplissait l'air. À Boston, la standardiste demanda à Vic Trenton s'il désirait qu'elle essayât encore. « Non, merci mademoiselle, fit-il avant de raccrocher. Roger avait trouvé sur la télévision la retransmission du match de baseball que disputaient les Red Sox, et assis sur le canapé avec un sandwich et un verre de lait, il regardait les joueurs s'échauffer. De toutes tes habitudes, qui vont pour la plupart des plutôt choquantes aux profondément répugnantes, je crois que celle de manger en culotte est sans doute la pire, fit remarquer Vic. Écoutez-moi ça. Roger prenait la chambre à témoin. Il a 32 ans et appelle encore à un caleçon une culotte. Et alors? Bah rien, si tu vas encore passer tes après-midi au camp scout. Oh, je vais te couper la gorge cette nuit même, Roger, menaça Vic avec un sourire joyeux. Tu te réveilleras baignant dans ton propre sang. Tu le regretteras, mais il sera trop tard. Il s'empara de la moitié du sandwich de son ami et le mutila en prenant un air douloureux. Ce n'est pas très hygiénique, protesta Roger en faisant tomber les miettes de son poitrail velu. Donna n'était pas là, hein? Non. Elle est sans doute allée prendre un hamburger quelque part avec Thad, comme je voudrais être là-bas plutôt qu'à Boston. Oh, réfléchis un peu, fit Roger en souriant malicieusement. Demain soir, nous serons à l'Apple. On prendra des cocktails sous la pendule du Beatmore.
J'en ai rien à faire du Bitmore et de sa pendule, répondit Vic. Quiconque quitte le Maine une semaine, et pendant l'été, pour aller bosser à Boston et à New York, doit être complètement cinglé. Ah, ça, je suis bien d'accord, acquiesça le gros homme. Sur l'écran de télévision, Bob Stanley envoya une belle balle travailler par-dessus le coin extérieur pour commencer le match. C'est un scandale, dit Roger. Il est pas mauvais ton sandwich, déclara Vic en jetant un sourire vainqueur à son associé. Roger saisit l'assiette et la cala contre sa poitrine. Tenez qu'à t'en commander un, espèce de parasite. T'as le numéro demanda Vic. Tu fais le 681, je crois. C'est marqué sur le cadran. Et tu veux une bière avec demanda Vic en se dirigeant vers le téléphone. Roger fit non de la tête. J'en ai trop pris à midi. J'ai mal à la tête, mal à l'estomac, et demain matin, à tous les coups, je vais avoir la chiasse. Je suis en train de découvrir la vérité, mon vieux. Je ne suis plus un gosse. Vic commanda un sandwich et 2 canettes à la réception. Lorsqu'il eut raccroché, il se retourna vers Roger qui gardait les yeux fixés sur le téléviseur. L'assiette contenant son sandwich oscillait sur son énorme ventre. Il pleurait. Vic crut d'abord avoir mal vu. Ce devait être une illusion d'optique. Mais non, il s'agissait bel et bien de larmes. Les images en couleur s'y réfléchissaient en petits prismes de lumière. Vic resta un instant figé, incapable de décider s'il devait aller vers Roger ou bien se rendre de l'autre côté de la pièce pour ramasser un journal et faire semblant de n'avoir rien remarqué. Puis Roger leva vers lui un visage tremblant, décomposé, aussi vulnérable que celui de Thad quand il tombait de la balançoire et s'écorchait les genoux, ou quand il prenait une bûche sur le trottoir. « Qu'est-ce que je vais faire, Vic » interrogea-t-il d'une voix rauque. « Roger, de quoi tu parles ?»« Oh, tu le sais très bien, le coupa-t-il. Sur le terrain de Fenchway, la foule acclamait l'équipe de Boston qui venait de marquer. Ah, « Calme-toi, Roger !»« Oh, l'affaire va se casser la gueule, et nous le savons tous les deux, » l'interrompit Roger. « Ça pue autant qu'une boîte d'œufs qu'on a laissé 15 jours en plein soleil. Nous jouons beau jeu. On a Rob Martin avec nous. On a sans aucun doute ce pensionnaire de l'asile des vieux acteurs de notre côté. Les types de New York nous soutiendront aussi, parce que ce sont eux qui nous diffusent. Tout baigne dans l'huile. Tout le monde est avec nous, sauf les gens qu'il faudrait. » « Mais rien n'est encore dit, Roger, pas encore. »« Althea ne se rend pas vraiment compte à quel point ça va mal, » dit Roger. « C'est ma faute. D'accord, je suis lâche et je me suis défilé, mais elle est tellement bien à Bridgeton. Elle adore cet endroit. Et les filles, elles ont tous leurs copains d'école là-bas, le lac en été, et elles ne s'attendent absolument pas à ce qui nous pend au nez. »« Ouais, ça fait peur. C'est pas moi qui te dirais le contraire, Roger. »« Donna sait-elle à quel point ça va mal ? » Je crois qu'au début, elle a trouvé que c'était une très bonne blague, mais elle commence à sentir que c'est grave maintenant. Mais elle ne s'est jamais attachée au Maine comme le reste d'entre nous. Non, pas au début, peut-être, mais je crois qu'elle serait horrifiée de devoir ramener Thad à New York maintenant. « Qu'est-ce que je vais faire ?» répéta Roger. « Je ne suis plus un gosse. Toi, t'as 32 ans. Mais Vic, mais je vais en avoir 41 le mois prochain. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Me présenter partout avec mon curriculum vitae ? Tu crois que M. Thompson va m'accueillir à bras ouverts ? Bonjour mon petit Roger, je t'ai gardé un vieux spot à faire. Tu commences à 75$ la journée. Il va vraiment me dire ça ? » Vic se contenta de secouer la tête. Il se sentait pourtant légèrement irrité. « Avant, je me mettais seulement en colère. Eh bien maintenant, je suis toujours en colère. Mais j'ai surtout peur. La nuit, je reste allongé dans mon lit à essayer d'imaginer ce que sera demain, après. Et je n'arrive pas à me le représenter. Tu me regardes et tu te dis, Roger dramatise. Je n'ai jamais rien pensé de tel, le coupa Vic, espérant que sa voix ne trahissait aucune culpabilité. Je ne te traiterai pas de menteur, répliqua Roger, mais ça fait suffisamment longtemps que je travaille avec toi pour savoir à peu près ce que tu penses. Peut-être mieux que tu ne le crois. De toute façon, je ne t'en veux pas. Mais il y a une grande différence entre 32 et 41, Vic. On prend un bon coup de vieux entre 32 et 41. Écoute, je crois encore qu'on a une chance de s'en sortir avec ce projet. Bon, ce qui me ferait plaisir, ce serait d'emporter avec moi 2 douzaines de boîtes de Red Raspberry Zingers à Cleveland, fit Roger, et de les leur faire bouffer dès qu'ils nous auront virés. Et je pense à quelqu'un en particulier. Tu saisis ? Oui, je vois. Vic tapota l'épaule de son ami. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire s'il nous retire le contrat ? Lui demanda Roger. Vic y avait déjà réfléchi. Il avait considéré cette situation éventuelle sous tous les angles imaginables. Il lui-même était juste de reconnaître que cette possibilité lui était venue à l'esprit bien avant que Roger se soit senti capable de l'affronter. « S'il se retire, je vais me mettre à travailler plus que je ne l'ai jamais fait de toute ma vie, » répondit Vic. « 30 heures par jour, s'il le faut. Si je dois me mettre à courir après une 60aine de petits contrats en Nouvelle-Angleterre pour combler le trou Sharp, je le ferai. »« On se tuerait pour rien, » dit Roger.
Peut-être, rétorqua Vic, mais au moins on sera mort en se défendant, d'accord? J'ai calculé, fit Roger d'un ton incertain, que si Althea se mettait à travailler, nous pourrions garder la maison encore 1 an. Cela nous laissera tout juste le temps de la vendre, vu les taux d'intérêt en ce moment. Vic sentit soudain ses lèvres le démanger de tout raconter, tout ce gâchis dans lequel Donna s'était mise simplement parce qu'elle éprouvait le besoin de croire encore qu'elle allait sur ses 20 ans. Vic en voulait confusément à Roger, Roger qui menait depuis 15 ans une vie conjugale heureuse, Roger dont le lit était réchauffé par une épouse simple et ravissante. Vic eût été surpris qu'Althea Brixton eût même envisagé de tromper son mari. Roger qui ne se rendait absolument pas compte à quel point tout pouvait aller de travers en même temps. « Écoute, commença Vic, jeudi j'ai reçu un mot par le courrier du soir. » Un petit coup sec fut frappé à la porte. « Oh, ce doit être le garçon d'étage, » fit Roger. Il saisit sa chemise et s'essuya la figure avec. Les larmes ainsi séchées, il sembla brusquement impensable à Vic de parler de quoi que ce soit à son ami. Peut-être parce qu'après tout, Roger avait raison et que les 9 années qui les séparaient formaient une grande différence. Vic se leva et alla prendre les bières et le sandwich. Il n'avait pas terminé sa phrase quand on avait frappé, mais Roger ne lui posa aucune question. Il s'était replongé dans la partie de baseball et ses propres problèmes. Vic s'assit pour manger, constatant sans véritable surprise que son appétit l'avait abandonné. Son regard s'immobilisa sur le téléphone, et tout en mâchant, il refit le numéro de la maison. Il laissa sonner une 12aine de fois avant de raccrocher. Son front prit un pli légèrement soucieux. Il était 20 heures passées de 5 minutes. L'heure du coucher de Tad venait de passer. Donna avait peut-être rencontré quelqu'un, ou alors, la maison vide leur donnant le cafard, ils étaient sortis un peu. Après tout, aucune loi ne stipulait que Tad devait être couché à 8 heures sonnantes, surtout quand il faisait jour si tard et que la chaleur était si accablante. C'était sûrement ça. Ils étaient partis tuer le temps au jardin public jusqu'à ce qu'il fasse assez frais pour pouvoir dormir. Ouais, très bien. Ou peut-être qu'elle est avec Steve Camp? Quelle idée ridicule! Elle lui avait assuré que tout était fini, et elle l'avait cru. Il l'avait vraiment cru. Donna ne mentait pas. Et elle ne drague jamais non plus, c'est ça? Vic essaya de chasser cette pensée, mais en vain. Le rat était lâché, et il allait le ronger pendant un bout de temps maintenant. Qu'avait-elle fait de Tad? Si l'envie l'avait brusquement prise de rejoindre Steve Camp, se trouvaient-ils tous les trois dans un motel entre Castle Rock et Baltimore? Arrête ton cinéma, Trenton. Ils ont dû... Ah, le kiosque à musique, bien sûr. On donnait un concert dans le jardin public tous les mardis soirs. Certaines fois, c'était la formation du lycée qui jouait, d'autres fois, des groupes de musique de chambre ou encore un petit orchestre de ragtime local. Ils se trouvaient sûrement là, à profiter de la fraîcheur du jardin et à écouter les Raj Edge interpréter Candyman ou Beulah Land de John Hurt. À moins qu'elle ne soit avec Steve Camp. Il vida sa première bière et entama la seconde. Pendant 30 secondes, Donna se contenta de rester debout près de la voiture, à attendre que se dissipent les fourmis qui lui démangeaient les jambes. Elle observait la porte du garage, certaine que si Cujo surgissait, il arriverait par là, soit par la porte de la grange, soit par l'un des côtés, ou encore de derrière le petit camion qui, à la lumière des étoiles, prenait lui-même une allure un peu canine, gros bâtard noir et crasseux, profondément endormi. Elle se tenait immobile, pas encore prête à se lancer. La nuit lui souffla son haleine, de légers parfums lui rappelant le temps où elle était petite, et percevait ses senteurs dans toute leur intensité, sans même y prendre garde. Le trèfle et le foin de la propriété située au bas de la colline, l'odeur suave du chèvrefeuille. Puis elle entendit quelque chose, de la musique. Le son était extrêmement faible, presque imperceptible, mais son oreille saisissait maintenant les bruits de la nuit avec une acuité extraordinaire. Une radio, songea-t-elle tout d'abord, puis elle comprit avec stupéfaction qu'il s'agissait du kiosque à musique du jardin public. Un vieil air de jazz qu'elle parvint même à reconnaître, Shuffle Off to Buffalo. 11 kilomètres, s'étonna la jeune femme, je n'aurais jamais cru que le son pouvait porter si loin, comme la nuit doit être calme, si calme. Donna se sentait pleine de vie. Son cœur était une petite machine très puissante qui palpitait dans sa poitrine. Le sang lui battait les tempes. Ses yeux pivotaient sans effort dans leur cavité humide. Ses reins paraissaient un peu lourds, mais cela n'était pas vraiment désagréable. Cette fois-ci, elle était partie pour de bon. L'idée qu'elle mettait sa vie en jeu, sa vie à elle pour de vrai, exerçait sur Donna une muette et profonde fascination. Un peu comme quand on regarde un poids énorme atteindre le degré extrême de son angle d'appui. Elle claqua la portière. La jeune femme attendit, humant l'air, tel un animal. Elle ne repéra rien, aucun bruit n'émanait du ventre obscur de la grange. Le pare-choc avant chromé de la Pinto brillait faiblement.
De très loin dérivaient les accords vifs et chaleureux des cuivres de la petite formation de jazz. Donna se baissa, s'attendant à entendre ses genoux craquer. Il n'en fut rien. Elle ramassa une poignée de gravier et entreprit de lancer un à un les petits cailloux par-dessus le capot de la voiture, là où elle ne pouvait pas voir. Le premier caillou atterrit devant le museau de Cujo, fit cliqueter d'autres gravillons, puis ne produisit plus aucun bruit. Cujo esquissa un mouvement de recul. La langue pendante, il semblait grimacer un sourire. La seconde pierre tomba derrière lui. La troisième l'atteignit à l'épaule. Il ne remua pas. La femme essayait encore de l'attirer à découvert. Donna, toujours debout près de l'automobile, fronça les sourcils. Elle avait entendu les 2 premiers cailloux heurter le gravier, mais le troisième, on aurait dit qu'il n'était jamais retombé, pas le moindre cliquetis. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle décida brusquement de ne courir jusqu'à la porte du porche que lorsqu'elle serait certaine que rien ne se tenait tapi devant la voiture. À ce moment-là, d'accord, oui, mais juste pour s'en assurer. Elle fit 1 pas, 2, 3... Cujo banda ses muscles, ses yeux rougeoyaient dans la nuit. Elle avait accompli 4 pas, son cœur lui martelait la poitrine. Cujo distinguait maintenant la jambe et la hanche de la femme. Elle le verrait dans un instant. Tant mieux, il voulait qu'elle le voie. 5 pas la séparaient de la portière. Donna tourna la tête. Son cou craqua comme les vieux ressorts d'une porte vitrée. Elle avait une prémonition, une certitude. Elle tourna la tête pour voir Cujo, et il était là. Il se tenait là depuis le début, dissimulé, se cachant de la jeune femme, la guettant, planqué dans les fourrés pour la voir. Ils s'entre-regardèrent un instant, les grands yeux bleus de Donna plongeant dans ceux, rouges et encrassés, de Cujo. Une fraction de seconde, elle crut se voir la femme à travers les yeux du chien. Se voyait-il à travers les siens? Puis il se jeta sur elle. Aucune paralysie cette fois-ci. Donna se déroba, tâtonnant dans son dos à la recherche de la poignée. La bête grognait, la gueule déformée par un rictus, l'écume s'écoulant entre ses crocs en épais filets. Cujo s'abattit là où aurait dû se trouver Donna et dérapa, les pattes raidies sur le gravier, donnant à sa victime une précieuse seconde. Donna sentit son pouce toucher le bouton de porte juste sous la poignée. Elle le pressa, tira. La portière était coincée, elle ne s'ouvrait pas. Cujo bondit. La jeune femme eut l'impression de recevoir un medicine ball sur la chair tendre et vulnérable de sa poitrine. Elle sentit ses seins s'écraser contre ses côtes. C'était horrible. Puis le chien s'approcha de sa gorge, et elle enfonça ses doigts dans la fourrure épaisse et rêche de l'animal pour tenter de le repousser. Donna entendait sa propre respiration s'accélérer en sifflant. La lueur des étoiles éclaira brièvement les yeux fous de Cujo, 2 sombres demi-cercles. Les crocs se refermaient à quelques centimètres du visage de la jeune femme, et elle respirait dans le souffle de la bête un monde de mort, de maladies fatales, de meurtres aveugles. L'image absurde des eaux usées remontant le siphon de l'évier pour maculer le plafond d'une boue verdâtre, juste avant la soirée que donnait sa mère, lui traversa l'esprit. Elle réussit dans un effort désespéré à repousser l'animal au moment où il décollait du sol pour lui sauter de nouveau à la gorge. D'un geste affolé, elle chercha le bouton de la porte derrière elle, mais à l'instant où elle le trouvait et allait le presser, Cujo chargea. Elle lui décrocha un coup de pied qui l'atteignit au museau, déjà très abîmé par ses attaques kamikazes de la portière. Le chien retomba sur l'arrière-train en hurlant de douleur et de haine. Donna retrouva le bouton, sachant pertinemment que c'était là sa dernière chance, la dernière chance de Thad. Elle appuya sur le bouton et tira de toutes ses forces sur la poignée, tandis que le chien revenait, créature infernale qui reviendrait toujours, jusqu'à la mort de sa victime ou jusqu'à la sienne. Donna avait le bras mal placé, ses muscles forçaient à contresens, et elle sentit un éclair de souffrance fuser dans le haut de son épaule droite, tandis que quelque chose se déchirait. La porte s'ouvrit pourtant. Donna eut à peine le temps de s'écrouler sur son siège que le chien était sur elle. Thad s'éveilla. Il vit sa mère repoussée vers le milieu du tableau de bord. Il y avait quelque chose sur les genoux de sa mère, une chose terrible et velue avec des yeux rouges, une chose qu'il connaissait bien. Oh oui, c'était la bête de son placard, celle qui lui avait promis de se rapprocher petit à petit jusqu'à ce qu'elle arrive tout près de ton lit, Thad. Et elle avait dit vrai, oui, elle était là, tout près. La formule pour le monstre n'avait pas marché. Le monstre était là maintenant, et il tuait sa maman. L'enfant se mit à hurler, les mains plaquées sur les yeux. La gueule du chien frôlait la chair nue du ventre de Donna. La jeune femme faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'en écarter, à peine consciente des cris de son fils derrière elle. Les yeux de Cujo ne se détachaient pas des siens. Il remuait la queue de façon incongrue.
Ses pattes postérieures creusaient le gravier à la recherche d'un appui lui permettant de sauter dans la voiture, mais les petits cailloux ne cessaient de se dérober. Le chien se précipita en avant, les mains de Donna glissèrent et soudain, Cujo était en train de la mordre, d'enfoncer ses crocs dans l'estomac découvert de sa victime, juste en dessous des bonnets de coton blanc du soutien-gorge. Il voulait ses entrailles. Donna émit un cri rauque et bestial. Elle tenta de repousser l'assaillant des deux mains, le sang coulait sur la ceinture de son pantalon. Tenant le chien d'une main, elle chercha la poignée de la portière de l'autre. Dès qu'elle l'eut trouvée, elle referma violemment la porte sur l'animal, plusieurs fois. Chaque coup porté dans les côtes de Cujo produisait un bruit sourd, comme un gros battoir frappant un tapis suspendu à une corde à linge. À chaque coup, Cujo poussait un grognement, soufflant sur la jeune femme son haleine chaude et fétide. Cujo recula légèrement pour mieux s'élancer. Donna en profita pour refermer à nouveau la portière aussi fort qu'elle le pouvait encore. La tôle heurta cette fois-ci la tête et le cou de la bête, suscitant un craquement qui fit hurler Cujo de douleur. « Il va reculer maintenant, il va le faire, il le doit !» Mais Cujo avança, au contraire. Il referma ses crocs sur la cuisse de Donna, juste au-dessus du genou, puis, d'une secousse, lui arracha un morceau de chair. La jeune femme poussa un cri perçant. Elle claqua la portière sur le crâne du chien à plusieurs reprises, ses hurlements se mêlant à ceux de Thad, se fondant en un monde gris et comateux, pendant que Cujo lui massacrait la jambe, la transformant en autre chose, en une masse rouge, gluante et déchiquetée. La tête de l'animal était couverte de sang épais et visqueux, de sang qui, à l'allure des étoiles, paraissait aussi noir que celui d'un insecte. Peu à peu, Cujo reprenait du terrain, Donna sentait ses forces décliner. Elle tira la portière une dernière fois, sa tête retomba en arrière, sa bouche s'ouvrit en un cercle frémissant. Son visage semblait une tache livide et mouvante dans la nuit. Ce serait vraiment la dernière fois, elle n'en pouvait plus. Soudain, Cujo abandonna lui aussi. Il recula en gémissant, puis tituba avant de s'effondrer sur le gravier, le corps secoué de tremblements, ses pattes battant faiblement l'air. Il se mit à frotter sa tête blessée avec sa patte antérieure droite. Donna ferma la portière et se laissa tomber contre le dossier de son siège, sanglotant doucement. « Maman, 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 Thad, ça va. Maman, ça va !» Des mains, celles de son fils sur elle, des mains qui voletaient comme deux petits oiseaux, ses mains à elle sur le visage de l'enfant, essayant de le rassurer, puis retombant. « Maman, maison, s'il te plaît. Papa et la maison, papa et la maison. »« Oui, Thad, on y va, je te le promets, je t'emmènerai là-bas, on y va. » Des mots sans suite, cela ne faisait rien. Donna se sentait sombrer dans ce monde gris et comateux, ce brouillard intérieur dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence jusqu'à présent. Les paroles de Thad semblaient une longue suite de sons se répercutant dans une chambre d'écho. Mais tout allait bien. Non, tout n'allait pas bien, car le chien l'avait mordu, et il avait la rage. Holly disait à sa sœur de ne pas se montrer ridicule et de simplement composer son numéro, mais Charity insista pour que le montant de la communication soit facturé chez elle et dut donc passer par le standard. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter la charité, même quand il s'agissait d'un simple appel téléphonique longue distance. La standardiste, à l'autre bout du fil, lui passa son homologue du Maine, et Charity put lui demander le numéro d'Alva Thornton à Castle Rock. Quelques instants plus tard, le téléphone sonnait chez Alva. « Allô, ici la ferme Thornton. »« Allô, Bessie ?»« Oui, c'est moi. »« C'est Charity Camber. Je t'appelle du Connecticut. Alva est dans le coin ?» Brett était assis sur le canapé, feignant de lire un livre. « Mince, Charity, il n'est pas là. Il est à son bowling ce soir. Ils sont tous partis jouer à Brinkton. Quelque chose qui va pas ?» Charity avait soigneusement préparé ce qu'elle allait dire. La situation était quelque peu délicate. Comme la plupart des femmes mariées de Castle Rock, ce qui n'excluait pas forcément les autres, Bessie aimait bavarder, et si elle apprenait que Joe Camber était parti traîner sans que sa femme le sache, à peine celle-ci et Brett arrivaient dans le Connecticut, eh bien cela pourrait faire un bon sujet de conversation. « Non, rien de grave, mais Brett et moi nous faisons un peu de soucis pour le chien. »« Le Saint-Bernard ?»« Oui, c'est cela, Cujo. Là je suis chez ma sœur avec Brett pendant quelques jours, et Joe est allé à Portsmouth pour affaires. » C'était un mensonge éhonté, mais prudent. Joe s'y rendait parfois pour acheter des pièces détachées, bénéficiant là-bas d'une franchise des taxes sur la vente, et assister aux enchères de voitures. Je voulais simplement m'assurer qu'il avait demandé à quelqu'un de nourrir le chien. Tu sais comment sont les hommes. Je crois bien que Joe était là hier ou le jour d'avant, fit Bessie, pas très sûre d'elle. Elle pensait au fait au jeudi précédent. Bessie Thornton était loin d'être très brillante. Sa grand-tante, feu Evie Chalmers,
se plaisait à hurler à quiconque voulait l'entendre que Bessie serait jamais capable de passer tous ses tests pour le QI, mais elle avait un cœur en or. Elle menait à la ferme une vie difficile et ne vivait pleinement que devant la télévision. Pendant Comment va le monde, ou Les médecins et Tous mes enfants, elle avait essayé Les jeunes et la délinquance, mais l'avait trouvé un peu osée sur les bords. Elle se laissait facilement émouvoir pour ces côtés du monde réel qui n'avaient rien à voir avec donner à manger et à boire aux poulets, leur envoyer de la musique, vérifier et calibrer les œufs, laver par terre, faire la lessive, la vaisselle, vendre les œufs, s'occuper du jardin. Et en hiver, elle aurait pu renseigner n'importe qui sur la date exacte de la prochaine réunion du club d'autoneige dont Alva en faisait partie. Joe était allé ce jeudi chez Alva pour lui rapporter un pneu de tracteur qu'il venait de réparer. Joe lui rendait ce genre de service gratuitement, car les Camber achetaient tous les œufs chez les Thornton à moitié prix. De plus, Alva labourait tous les ans, au mois d'avril, le petit bout de terrain que Joe cultivait. Aussi, Camber se montrait-il ravi de réparer un pneu. C'est ainsi que cela se passe à la campagne. Charity savait pertinemment que Joe avait porté le pneu le jeudi précédent. Elle savait aussi que Bessie confondait facilement les jours. Tout ceci la plongeait dans l'embarras. Elle pouvait demander à Bessie si Joe avait un pneu avec lui quand il était venu hier ou le jour d'avant. Et si Bessie répondait « Ah oui, maintenant que tu me le dis », cela signifierait que Joe n'y était pas retourné depuis et donc n'avait pas demandé à Alva de nourrir le chien, ce qui impliquerait qu'Alva ne savait absolument rien de l'état de santé de Cujo. Ou bien elle pouvait se contenter d'en rester là et calmer les angoisses de son fils, ce qui leur permettrait de profiter plus agréablement de leur séjour sans avoir à penser constamment à la maison. Et puis, Charity se sentait un peu jalouse de Cujo. Mieux valait reconnaître la vérité. Cujo était en train de détourner Brett de ce qui pouvait constituer le voyage le plus important qu'il ait jamais fait. Elle voulait que son fils puisse observer un tout autre style de vie, un nouvel éventail de possibilités, qui lui permettrait le temps venu, dans quelques années à peine, de choisir quelle voie prendre et quelles autres abandonner. Il aurait ainsi une meilleure perspective avant de prendre sa décision. Peut-être avait-elle eu tort de croire qu'elle pourrait le diriger, mais elle se devait au moins de lui donner une expérience suffisante pour qu'il puisse s'orienter tout seul. Était-il juste que ses inquiétudes au sujet de ce sacré chien viennent gâcher tout cela ? « Charity, tu es toujours là ? Je te disais que d'après moi... »« Oui, j'ai entendu, Bessie. Il a sûrement demandé à Alva de nourrir le chien à ce moment-là. »« Bon, je lui poserai la question quand il sera rentré, Charity. Et puis je te dirai ce qu'il en est. »« Ouais, tu serais très gentil, Bessie. Je te remercie vraiment. »« Oh, de rien. Merci, au revoir. » Charity raccrocha, s'apercevant que Bessie avait oublié de noter le numéro de téléphone de Jim et Holly. Tant mieux. Elle se tourna alors vers Brett en tentant de prendre une expression naturelle. Elle ne proférerait aucun mensonge, elle ne mentirait pas à son fils. « Bessie a dit que ton père était allé voir Alva dimanche soir, commença-t-elle. Il a dû lui demander de s'occuper de Cujo ce soir-là. »« Oh !» Brett l'observait d'un air dubitatif qui la mit mal à l'aise. « Mais tu n'as pas parlé à Alva lui-même ?»« Non, il était parti au bowling, mais Bessie a promis de me rappeler. »« Mais elle n'a pas le numéro d'ici. » Brett n'avait-il pas pris un ton légèrement accusateur ? Charity se laissait-elle abuser par ses propres remords ? « Eh bien, je la rappellerai demain matin, alors, » répliqua Charity, espérant ainsi clore la conversation et calmer sa conscience par la même occasion. « Papa leur a apporté un pneu de tracteur la semaine dernière, » fit Brett d'un ton pensif. « Mrs. Thornton a peut-être confondu les jours. »« Je crois que Bessie est capable de reconnaître les jours de la semaine, quand même, » rétorqua la jeune femme, qui n'en pensait pas un mot. « D'ailleurs, elle n'a pas parlé de pneus. »« Bah oui, mais tu lui as pas demandé. »« Bah vas-y alors, tu n'as qu'à la rappeler, » lança Charity. Une vague de fureur la submergea, de cette même colère affreuse qu'elle avait éprouvée lorsque Brett lui avait fait part de ses observations si cruellement exactes sur Holly et sa collection de cartes de crédit. À ce moment-là, l'enfant avait pris l'intonation, la façon de parler de son père, et comme tout de suite, Charity avait eu l'impression que ce voyage ne servait qu'à lui prouver une fois pour toutes à quel monde Brett appartenait, le garage, la ferraille et l'alcool. « Maman, non, vas-y, prends le téléphone, le numéro est sur le bloc-notes. Pense à dire à la standardiste de faire porter la communication sur notre note pour que ce soit pas Holly qui paye. Tu n'auras qu'à poser toutes tes questions à Bessie. Moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. » C'est ça, songea-t-elle avec une ironie très triste et amère. Il n'y a pas 5 minutes, j'étais décidé à ne pas lui mentir. Dans l'après-midi, l'énervement de la mère avait suscité celui de l'enfant. Ce soir, il se contenta de répondre calmement. « Non, ça va. Pouvons appeler quelqu'un d'autre pour qu'il monte voir, si tu veux, » proposa Charity. Elle regrettait déjà son accès d'humeur. Bah, « Qui donc » s'enquit Brett. « Bien, les frères Milliken, peut-être. » Brett lui jeta un regard éloquent. « Ce n'est sans doute pas une très bonne idée, tu as raison, » lui accorda Charity.
L'hiver précédent, Joe Camber et John Milliken s'étaient disputés à propos du prix que demandait Joe pour une réparation qu'il avait effectuée sur la vieille Bel Air des frères en question. Les Camber et les Milliken étaient en froid depuis. La dernière fois que Charity était allée jouer au bingo, avec des haricots, au club des fermiers, elle avait croisé Kim Milliken, la fille de Freddy, et tenté d'échanger avec elle une parole aimable. Mais elle n'avait rien pu en tirer. Kim était passée la tête haute, jouant celle qui ne se tapait pas la moitié des garçons du lycée de Castle Rock. Charity se rendit soudain compte combien il vivait isolé, perché sur cette colline tout au bout de la route municipale numéro 3. Elle ne put réprimer un sentiment de solitude et un léger frisson. Elle avait beau chercher, elle ne trouvait personne à qui demander de prendre une lampe électrique et de monter vérifier que Cujo se portait bien. « Cela ne fait rien, fit mollement le petit garçon. C'est sûrement très bête de ma part. Il a dû manger une mauvaise herbe ou un truc de ce genre. »« Écoute, lui dit sa mère en lui passant le bras autour des épaules, une chose dont je suis sûr, c'est que tu n'es pas bête, Brett. J'appellerai Alva demain matin et le prierai de monter jusqu'à la maison. Je te promets de le faire dès que nous serons debout, d'accord ? C'est vrai, maman ? Oui. Ah, ce serait super. Je suis désolé de t'embêter tout le temps avec ça, mais je n'arrive pas à penser à autre chose. Jim passa la tête par l'embrasure de la porte. J'ai sorti le jeu de Scrabble, ça vous dit ? Moi, je veux bien, répondit Brett en se levant, si on me montre comment on joue. Et toi, Charity ? Elle sourit. Pas tout de suite, merci, je vais me charger de préparer du popcorn. Brett suivit son oncle. Charity s'assit sur le canapé et regarda le téléphone, en songeant à la crise de somnambulisme de Brett, quand il avait nourri un chien fantôme de pâté fantôme dans la cuisine moderne de Holly. Cujo a plus faim, plus faim. La jeune femme sentit ses bras se raidir et elle frissonna. Nous nous occuperons demain de cette affaire, se promit-elle, sans faute et quoi qu'il arrive. Et si le coup de fil ne suffit pas, nous rentrerons à la maison pour vérifier nous-mêmes. Tu as ma parole, Brett.